السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج تيجيني تولك. انا محمد تيجيني وكنقدم لكم هذا البرنامج من على قناه مغرب تي في. اليوم جو لو بليزير دو ريسيفوار سي احمد محسن, député bruxellois écolo ou conseiller communal de la commune de Saint-Josse-Tenode. C'est Ahmed Mohsin, salam alaikum. Salam alaikum. Alors, toi, tu es un habitué de Maghreb TV, c'est pas la première fois qu'on te reçoit. Tout à fait, c'est toujours un plaisir de venir et je te remercie. Et tu es toujours député bruxellois écolo. Tout à fait, toujours député bruxellois et conseiller communal, comme tu l'as dit, dans la commune de Saint-Josse. Écologie, c'est Ahmed Mohsin, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? L'écologie, c'est un projet politique. C'est un projet politique qui s'appuie sur trois choses. L'environnement, le social et l'économique. On se dit qu'un trépied y tient en étant sur ses trois pieds. Et donc c'est ça, c'est cet esprit-là. Et c'est surtout, mais ça c'est mon analyse à moi, mon point de vue, c'est l'écologie, c'est l'idée qu'au-delà de la consommation, il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est à nous de le construire. Ça peut être la spiritualité, ça peut être la culture. Donc voilà, c'est une philosophie politique. Donc vous essayez aussi de responsabiliser les gens par rapport à leur environnement, Ahmed, parce que on faut gérer considère, tout ça. Tout à fait. On considère que les gens doivent être responsables et autonomes. Et donc, pour nous, un des axes importants, c'est par exemple l'éducation, l'instruction. On pense que l'instruction, c'est un des leviers essentiels. L'enseignement, vous? C'est très clair, c'est très clair. Avec l'enseignement, on apprend d'abord à vivre la socialisation, ça se fait à l'école, et puis la prise de conscience des grands défis. C'est Ahmed, alors vous êtes d'origine marocaine? De quelle origine في المغرب, Ahmed? D'abord, je me permets de vous corriger. Je ne suis pas d'origine marocaine. Je suis marocain. J'entends chaque fois des gens qui disent je suis d'origine marocaine. C'est très simple. Quand je vais au Maroc, quand on me dit est-ce que tu es d'origine belge, je dis non, je suis belge. Parce que je considère effectivement avoir une double appartenance marocaine et belge. Sinon, de quelle région? Le sud, Ouarzazate. Alors, c'est très intéressant ce que vous évoquez. Anna, ça m'est arrivé de recevoir ici des hommes politiques, normalement des Marocains et des Belges, comme tout le monde, parce qu'ils ont la double nationalité. Ouais. C'est légal, c'est légitime. Mais parfois, ils préfèrent se présenter comme étant d'origine marocaine. Pourquoi? Moi, je ne vais pas rentrer dans Nia Diel Nas. Quand je les reçois, moi je les connais, on parle parfois l'arabe à l'extérieur et tout ça. Et quand, par exemple, je commence l'émission, ça m'est arrivé avec quelques-uns. Je leur dis, Flan appartient au parti politique, patati patata. Salam alaikum, assi Flan. Lui me répond, bonjour, bonsoir. Et donc, je suis un peu choqué parce que quand je le reçois ici hors plateau, il me dit salam alaikum, mais devant la caméra, j'ai l'impression qu'il y a certains hommes politiques, Ahmed, ils ont peur même de parler un mot en arabe. Et le paradoxe, c'est que j'ai reçu, par exemple, le responsable, le président de leur parti, un belgo-belge. Ouais. Et ça m'est arrivé donc à plusieurs reprises. Ça, vous pouvez voir sur YouTube. On a toutes nos émissions qui sont publiées. Alors, quand je reçois le patron de leur parti, ici, le belgo-belge, je lui dis bonsoir madame ou bonsoir monsieur, il me dit salam alaikum et tout ça. Et je trouve que c'est un paradoxe. Le belge, le patron du parti, il n'a aucune gêne, aucun complexe de dire salam alaikum. Et le marocain ou d'origine marocaine, il khaf, il dit salam alaikum. Comment vous expliquez ça? Mais je l'explique très facilement. Je pense que dans le cas du responsable, ça fait plutôt partie de l'exotisme. C'est sympathique et on dit salam alaikum. Mais je crois que la Belgique et la partie communauté française est très influencée par rapport à la France. Il y a vraiment une influence très forte. Et donc, faire partie d'une minorité, c'est mal vu. En France, c'est mal vu. Quand vous faites partie d'une minorité, c'est pas bien vu. Vous devez vous intégrer dans la République. Chez Écolo, on a une autre manière de penser. On pense que les minorités ont leur place dans le paysage politique, que les minorités ont leur place dans le paysage socio-culturel. Et donc, on estime vraiment qu'il faut valoriser ça. Valoriser parce que plus vous valorisez les racines de quelqu'un, plus il est bien dans sa culture, mieux il peut s'épanouir. C'est un peu l'esprit qu'on a. Et donc, c'est un esprit où on se dit, si on veut de l'interculturalité, il faut d'abord que la personne connaisse bien sa culture et soit à l'aise dans sa culture. Et donc voilà, je pense que c'est cet esprit politique qu'on doit développer plutôt que de créer une situation où les gens sont mal à l'aise. Par exemple, parfois, ils ont peur dans leur parti.
Mais je peux les comprendre. Parler, je peux les comprendre, et c'est pour ça qu'il y a un travail vraiment qui doit être fait pour essayer de valoriser, par exemple, l'une des idées qu'on propose dans le cadre des élections, puisqu'il y a bientôt des élections, Inch'Allah, le 25 mai, l'une des idées, nous, qu'on propose, c'est justement créer un forum des minorités. C'est quoi un forum des minorités? Ici, aujourd'hui, en communauté française, si vous êtes une association marocaine qui veut travailler sur la culture marocaine et que vous allez demander un subside, vous ne l'aurez pas. Ah bon? Non, ici, du côté flamand, il n'y a pas de souci, mais du côté de la communauté française, on estime que vous ne travaillez pas dans le cadre de l'interculturalité, que vous travaillez avec un groupe minoritaire, ça pose question. Et d'ailleurs, il y a actuellement un plan culturel de la COCOF qui est porté par... La COCOF, donc c'est le Parlement des francophones bruxellois. Donc, il s'occupe exclusivement des Bruxellois, mais francophones. Et donc, dans ce plan, j'avais soulevé un vrai problème. Et le ministre ne l'a pas perçu, mais moi je trouvais que c'était un gros problème. Il parlait de valoriser les cultures européennes et d'encadrer les cultures minoritaires, donc turcs, marocains et autres. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit pourquoi vous utilisez dans un cas le mot valoriser, qui est positif. Pour la culture européenne. Exactement, donc pour la culture, je sais pas moi, française, anglaise, suédoise. Et quand il s'agit de culture minoritaire et venant de milieux populaires, on utilise le mot encadré. Et le mot encadré, ça signifie qu'on a peur, qu'on a envie de vraiment essayer de les encadrer. Et je pense que voilà, c'est peut-être pour ça qu'un certain nombre de personnes ont comment ils nous perçoivent, Zama? Comment ils regardent nos cultures d'origine, ou la non-culture? Mais moi, je crois que tant que c'est du folklore, ça va. Yani la taille, couscous, tout ça, c'est très bien. Voilà. Mais dès qu'il y a des revendications qui sont culturelles, et dans culturel, moi je mets tout. Je mets le culturel, le cultuel. Je pense que la ça religion fait... et la culture. Mais parce que si vous regardez, il y a par exemple une définition extrêmement intéressante de la culture. La culture est un mot très difficile à définir. Et il y a une définition dans le cadre de la charte de Fribourg sur les droits culturels. Et on dit les droits culturels, c'est ce qui fait l'homme. C'est à la fois sa langue, ce qu'il mange, enfin, c'est les recettes, mais c'est aussi sa religion, la manière dont il s'organise, comment vous organisez vos mariages, comment vous organisez vos baptêmes, comment vous organisez, eh bien voilà. Et tout ça, ça fait partie de la culture. C'est pas la culture au sens strict, uniquement la musique, la danse et tout. Non, la culture, c'est quelque chose de plus large. Et donc, c'est vrai qu'en communauté française, exprimer le fait qu'on appartient à une minorité culturelle, eh bien, c'est pas valorisé. Donc, et je trouve ça dommage. Maghreb TV, en tant que tel, ça pose déjà problème. Parce que c'est une télévision perçue comme communautaire, maghrébine. Mais écoutez, je crois que dans le passé, certains ont pointé votre télévision comme étant un problème. Moi, j'ai toujours considéré que c'était au contraire une plus-value, et pour la démocratie, et pour l'ensemble des citoyens. Alors, parlons de ces Marocains de Belgique, puisque ces temps-ci, on fête les 50 ans de l'immigration marocaine en Belgique. Alors, Ahmed Mouhsine, d'abord, peut-être un premier constat sur cette communauté. Comment vous la voyez? Écoutez, d'abord, ce que j'ai trouvé d'extrêmement intéressant parce qu'il y a déjà eu toute une série de cérémonies, de rencontres, de pièces de théâtre, c'est de découvrir à quel point la communauté marocaine de Belgique est diverse. On dit on est à la 3e génération, je dis non, on est à la 3e génération, mais on est aussi à la 2e génération, et on est à la 1re génération parce que je vois une immigration qui vient d'Espagne, d'Italie, du Maroc, et donc elle est très diverse. Et donc ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'est quand vous allez dans différents lieux, je ne sais pas, vous allez au Darcom, donc qui est financé par la communauté flamande, c'est le centre culturel maroco-flamand, eh bien vous voyez un public. Et puis, le soir, vous allez à l'espace MAG, l'espace maghrébin et laïque qui est soutenu donc par la communauté française. Et là, vous voyez un public totalement différent. Et ce sont tous des belgo-marocains. Et vous voyez donc qu'elle est très diverse. Ce qui me gêne un tout petit peu, et je voudrais mettre le doigt là-dessus parce que c'est en lien avec la conversation qu'on a eue juste avant, c'est par exemple le slogan. C'est 50 ans d'immigration marocaine, c'est du belge. Ça, le slogan, c'était... Organisé par qui? Par donc la communauté française en collaboration avec l'espace MAG, l'espace maghrébin et laïque, donc qui coordonne l'ensemble des événements. Et donc leur slogan c'était 50 ans d'immigration marocaine, c'est du belge. C'est du belge. Qu'est-ce qui vous a choqué alors? Ce qui m'a choqué, c'est que je m'étais dit,
cet anniversaire, normalement, c'est pour justement mettre tout le monde autour de la table. Et j'aurais vraiment aimé qu'on dise 50 ans d'immigration, c'est du belge et c'est du marocain. Parce que c'est deux histoires, deux pays qui à un moment se rencontrent, des gens qui se croisent, qui vont et qui viennent. Et j'aurais vraiment voulu que ça se fasse plutôt dans cet esprit-là. Et donc immédiatement dire c'est du belge, c'était comme un sens interdit. Bon voilà, c'est limité là. C'est nier le... C'était mon impression. À côté de ça, il y a plein d'activités qui sont organisées par des acteurs associatifs, qui eux sont beaucoup plus ouverts et font des tas d'activités qui vont dans tout le sens. Et donc c'est pas par rapport aux activités, mais c'est par rapport à la dynamique qui était lancée. Et comme je vous le disais au début, on veut déjà encadrer. C'est du belge et on arrête là. Et si on veut discuter d'autre chose, eh bien, c'est pas le lieu ou c'est pas le moment. Ça m'avait un peu gêné. Mais à côté de ça, j'ai été voir des pièces de théâtre, des activités, des rappeurs qui ont fait une fête à l'occasion de la journée des femmes et qui était en mémoire aux mamans. Donc, on devait tous venir accompagner de sa maman. C'était très touchant. Donc, il y a plein d'activités et je trouve ça extraordinaire. Vous parlez de ces festivités organisées par l'espace l'espace maghrébin et laïque. Alors, juste après c'est du belge, plusieurs médias ont souligné le fait que les critiques qui ont été faites à cette organisation, qu'elle était récupérée par le PS, par le Parti Socialiste. Moi, je le dis très clairement, si j'avais dû organiser l'événement, je ne l'aurais pas fait de cette manière. J'aurais, en tant que pouvoir public, lancé un appel d'offres, ça se fait régulièrement, et demandé à une série d'associations. Il y a un principe en Belgique qui est très important, qui nous permet de vivre en bonne intelligence. Ça s'appelle le pacte culturel. Je sais pas si ça existe dans d'autres pays, mais c'est une notion qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que dans toute association culturelle publique, ou soutenue de manière importante par le public, on doit avoir une représentation de tous les courants philosophiques et politiques. Et donc, dans le conseil d'administration, on retrouve tous ces courants. Et ça permet d'avoir un équilibre. Et je trouve que ce pacte culturel, il est extrêmement intéressant et c'est un des piliers de notre pays. C'est comme ça qu'il fonctionne. En donnant à une association privée qui est philosophiquement orientée et politiquement orientée, mais je reconnais qu'ils le font de manière plutôt neutre. Moi, j'ai vérifié, ça va. On peut pas émettre de grosses critiques. Toujours est-il que ça pose question. Et moi, je pense que cette manière de faire, surtout qu'on est dans une période particulière qui sont les élections, voilà, le 25 mai on vote, je trouve que c'était maladroit et en tout cas, moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. Alors, à part ces festivités, ces organisations d'activités, quel regard portez-vous sur cette communauté marocaine de Belgique? Écoutez, elle est diverse. Après 50 ans, est-ce qu'elle a réussi? Est-ce qu'elle s'est bien intégrée? Est-ce qu'elle a trouvé sa place? Est-ce qu'elle est bien accueillie, bien perçue? Déjà, le mot intégration, on se rend compte qu'il est passé, il est dépassé. C'est déjà mieux que l'assimilation en France. Oui, mais là, pour l'instant, c'est heureux. Le problème, c'est qu'intégration, c'est quelqu'un qui arrive et qui fait l'exercice de devoir trouver sa place. Or, l'intégration, c'est pas ça. C'est vous arrivez, vous avez une place que vous voulez vous faire et on vous fait de la place. Et donc, de plus en plus, certains sociologues et tout emploient le mot co-inclusion. C'est-à-dire, les deux parties doivent faire un effort. C'est pas un seul. C'est pas quelqu'un qui doit nier son identité, nier ses origines. Non, on vient avec ses bagages, on sait qu'il y a une partie des choses qu'on devra abandonner, mais de l'autre côté, la société accueillante, c'est qu'elle accueille des gens avec des parcours, avec des histoires, et qu'elle devra aussi accepter ça. Quel regard portez-vous sur cet accueil? Est-ce que la communauté marocaine, ou belgo-marocaine, ou je ne sais pas, ou belge d'origine marocaine, est-ce qu'elle a maintenant toute sa place dans cette société belge? Moi, je trouve qu'il y a des réussites, il y a de vraies réussites, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient économiques. Et puis, il y a une réalité qu'on ne peut pas nier, qui est encore une discrimination qui est très forte. Les chiffres sont là sur la question de la pauvreté, sur la question du logement, sur la question de la discrimination à l'emploi. Les statistiques sont là et ils parlent. Et donc, il y a encore un grand travail à faire et c'est notre rôle à nous, hommes et femmes politiques, c'est d'essayer d'améliorer les choses et de mettre des mécanismes qui permettent que, bien voilà, cette co-inclusion se passe le mieux possible. Mais, encore une chose,
quand je disais le mot intégration n'a plus sa raison d'être, c'est que la plupart des Marocains de Belgique sont nés en Belgique et sont belges. Et donc on est plus dans une politique de cohésion sociale qu'une politique d'intégration. Et donc la question qu'il faut poser, est-ce que la politique de cohésion sociale aujourd'hui en Belgique fonctionne bien? Je dirais non, elle ne fonctionne pas bien. 1er janvier de l'année prochaine, 50 000 chômeurs perdront leurs droits. Voilà, c'est cette réalité-là parce qu'il y a des décisions du fédéral. Donc je pense que la cohésion sociale est mise à mal, mais de manière générale. Oui, mais les 50 000 ne concernent pas que des Marocains. Non. Je ne vois pas le lien. Eh bien, le lien, c'est simple. C'est que la cohésion sociale, c'est de manière générale. C'est avec les Marocains, les Belges, les pauvres. Et donc, quand la cohésion sociale fonctionne mal, les groupes minoritaires sont encore plus victimes. Toujours. Parce qu'à un moment, on devra trouver un bouc émissaire. Et donc, je prenais cet indicateur-là pour dire la situation en Belgique est difficile et donc les principales victimes sont les femmes, les gens issus de l'immigration, les personnes handicapées. Voilà. Alors, on fête les 50 ans de l'immigration marocaine en Belgique et au même moment, on fête aussi les 40 ans de reconnaissance de l'islam. Ouais. Alors, ça vous dit quoi? 40 ans de combat. Là, c'est vraiment 40 ans de combat et là, on peut saluer. Hier, vous avez animé une rencontre intéressante organisée par le Centre des pèlerins musulmans de Belgique où la première personne qui est intervenue a fait l'historique. Vous parlez de Zaki Artabi? Non, je parlais du responsable du centre culturel qui a un peu expliqué tous les combats qui ont été menés. Et on se rend compte à quel point la première génération qui est arrivée ici, avec les outils qu'elle avait, avec les réalités de l'époque aussi, où ils n'étaient pas considérés. Je veux dire, on avait beaucoup plus de considération pour les responsables diplomatiques de l'Arabie Saoudite que ces gens installés ici. Eh bien, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant de voir quels étaient les combats qu'ils avaient menés. Et tous les combats qu'on doit encore mener. Tous les combats qu'on doit mener. Parce que le constat aujourd'hui, c'est que même après 40 ans, la reconnaissance n'est pas encore effective. Mais la reconnaissance, en tout cas, c'est une réalité. Dans les textes légaux, c'est une réalité. Le problème, c'est que entre la volonté de la communauté musulmane et la volonté d'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui ont piloté ces dossiers, d'un côté, le besoin de la communauté musulmane, c'était d'avoir des représentants, voilà, qui défendent les intérêts des musulmans. Du côté des pouvoirs politiques, c'était souvent d'avoir un instrument qui permettait de, et là j'en reviens, encadrer et contrôler la communauté musulmane. Et donc, il y a toujours eu une tension parce que les objectifs n'étaient pas les mêmes. Par contre, là où je m'inquiète vraiment, c'est les reculs. Et les reculs sont réels. On peut citer toute une série de choses où il y a des choses, en tout cas, qui sont assez inquiétantes. Il y a quelques années, on parlait d'interdire la circoncision. C'est assez violent, quoi. Hein. Donc, c'est... voilà. L'abattage halal aussi, il est toujours en débat. Bah, écoutez, moi j'ai relu les textes en 2010 quand Madame Onkeling était ministre donc de la protection animale, où elle avait décidé d'interdire l'abattage rituel. J'invite vraiment les citoyens à lire ces textes. Elle était partie pour l'interdire, c'était sa volonté très forte. Alors aujourd'hui, ils vont plus en faire la publicité, hein. Mais en 2010, moi j'ai rencontré le rabbin Monsieur Guigui, qui était à la table de négociation et qui a claqué la porte parce qu'on voulait, je vous dis, la ministre voulait interdire. Et donc ça, je trouve que c'était vraiment aller trop loin. Alors on prétendait qu'il y avait une concertation, mais pas de concertation. Alors, il y a un paradoxe, Ahmed Mohsin. Vous êtes député bruxellois écolo, je le rappellerai encore une fois au cours de cette émission. On a beaucoup de députés comme vous, soit régionaux, soit au fédéral, soit au Sénat, etc. D'autres personnalités politiques de la société civile. Franchement, les enfants issus de cette communauté marocaine sont présents un peu partout dans les différentes sphères de la société, tant politique que sociale que économique. Et malgré cela, vous parlez encore du fait qu'il y ait encore beaucoup d'aspects de discrimination qui concernent cette communauté, discrimination religieuse, discrimination culturelle. Alors, à quoi vous servez finalement, pas vous uniquement, mais toutes ces personnalités politiques, si vous n'arrivez pas, je ne sais pas, à lutter ou à enrayer ces formes de discrimination? C'est pas un reproche personnel. Non, mais... vous avez tout à fait raison et je pense que le citoyen va s'interroger sur le sujet. Vous savez, le travail d'un député, c'est de faire plusieurs choses. La première, moi je trouve la plus intéressante, c'est de faire des lois. Moi,
durant cette législature, au niveau régional et avec les compétences que nous avons, j'ai déposé un texte qui a été voté qui permet aujourd'hui, il manque plus que les arrêtés que le ministre-président doit prendre, qui permet d'enterrer dans un linceul si on le souhaite. Exactement, plutôt que dans un... Ce qui n'était pas prévu avant. Avant, c'était interdit, c'était complètement interdit. Jusqu'en 93, c'était autorisé. C'est assez surprenant. Et en 93, on a changé la loi et on a oublié cet aspect-là. Moi, j'ai décidé de remettre ça sur la table et de dire il faut qu'on progresse dans ce sens-là. Donc voilà à quoi on sert. On permet à la loi d'aller un peu plus loin. À côté de ça, je pense que le projet de Mme Onkelings, si à un moment donné, des élus attentifs à cette question, aux droits des minorités, ne s'était pas élevé contre cette prise de position, n'avait pas dit ça ne passera pas, ce serait passé. Ce serait passé. Et donc, oui, on sert à quelque chose. Sur la question de la discrimination, on travaille énormément. Le problème, c'est que c'est une question extrêmement complexe, parce que vous avez les acteurs économiques, vous avez un tas d'interlocuteurs, et on n'a pas toujours les moyens, mais on y travaille. On a fait une série d'ordonnances pour lutter contre les discriminations, aussi bien au sein des pouvoirs publics que dans le privé. On avance, c'est lent, c'est difficile. Donc la présence de ces députés, de ces hommes et femmes politiques dans des cénacles, dans ces différents cénacles, servent quand même à quelque chose. Donc non, mais pas de tous, hein. Soyons clairs. Bon. De certains. Moi, j'invite vraiment les lecteurs et le citoyen. On a ici à Bruxelles un site qui est www.weblex.irisnet.be. Pour les Bruxellois, ils le trouveront assez facilement. Il suffit de taper sur Google Weblex. Et c'est le site qui permet de voir exactement quel est le travail parlementaire de chacun. Vous avez le nombre de questions, quelles sont les questions. Et donc, dans certains cas, vous découvrirez que certains députés, en 5 ans, ont posé 5 questions, 8 questions, en 5 ans. C'est tout ce qu'ils ont fait comme travail parlementaire. Donc vous êtes en train de dire à nos téléspectateurs et téléspectatrices, il ne suffit pas d'aller voter, mais il faut encore vérifier le travail de vos élus. Quand vous me dites à quoi vous servez, j'ai envie de dire, on n'est pas tous les mêmes. On n'est pas tous les mêmes. J'ai envie de dire que si la majorité travaillait, se battait, les choses changeraient plus vite. Mais de mon point de vue, on n'est pas tous les mêmes. Alors parlons de votre travail personnel au Parlement bruxellois. Je ne sais pas, est-ce que vous avez, parlant de l'actualité, est-ce que vous avez déposé des propositions d'ordonnance? Je ne sais pas. Mais écoutez, moi... Prenons exemple sur Ahmed Mouhsine. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime qu'à un moment, un citoyen me dise, mais parle de toi, de ce que tu as fait. Donc moi, je vous ai déjà dit, j'ai été extrêmement attentif à ce qui est aux questions de lutte contre les discriminations et sur la question de la reconnaissance de l'islam. Mais ça, c'est qu'une petite partie de mon travail. Je travaille également sur tout ce qui est alimentation durable, c'est-à-dire avoir une vision d'une alimentation qui a un impact le moins important sur notre environnement, mais aussi au niveau social. Et donc, on a récemment travaillé sur la question de l'interdiction des OGM à Bruxelles. Donc aujourd'hui, dans la région bruxelloise, planter des plantes OGM, que ce soit du maïs, que ce soit des pommes de terre, que ce soit des arbres d'alignement, sera interdit. J'ai également travaillé sur une ordonnance, qui est une ordonnance qui va... Ordonnance, entre parenthèses, c'est comme un... C'est une loi, c'est une loi régionale. En fait, pour Bruxelles... Pour faire simple. Mais non, c'est exactement ça. C'est donc une loi bruxelloise qui va, en fait, pousser les gens, enfin, plutôt pousser les entreprises, grandes surfaces, la restauration, les hôtels, les boulangeries, eh bien, plutôt que de jeter les invendus alimentaires, à la fin de la journée, il reste du pain, il reste dans le grand supermarché du lait et tout. Qu'est-ce que vous faites? Très souvent, dans le passé, par facilité, on le jetait. Pour les grandes surfaces, c'est moins vrai, mais très souvent, on le jetait. Eh bien, moi, ce que j'ai souhaité, c'est faire une ordonnance qui dit, dans le cadre des invendus alimentaires, maintenant, ce qu'on fait, c'est des contrats. Des contrats sectoriels entre, par exemple, la restauration, la grande restauration, et on leur dit, bon voilà, vous avez à la fin de la journée des invendus, nous, pouvoirs publics, on est prêt à venir les chercher, si vous nous les donnez. Pour faire Comment quoi ça... Les donner à des associations, il y a plein d'associations qui demandent. Le problème, c'est que les associations, elles n'ont pas les moyens pour avoir... Pour aller les chercher déjà. Ils n'ont pas. Et donc, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de mettre à la fois les associations... Et ça, c'est vous qui avez proposé ça? Cette ordonnance, c'est moi. Je l'ai déposée. J'espère qu'elle sera votée
avant la fin. Il y a une autre ordonnance qui a été déposée par M. Ahmed El Ktibi uniquement pour les grands commerces. Parce que je pense qu'il faut signaler lorsque d'autres parlementaires ont déposé des textes. Mais moi, c'est de manière beaucoup plus générale. Ce que j'ai fait également, c'est récemment interpeller sur une mission économique bruxelloise qui allait aller en Israël. Parce que le deuxième rôle d'un parlementaire, c'est de contrôler le gouvernement. Et donc, j'avais remarqué qu'une série d'entreprises qu'on risquait de rencontrer et qui étaient reprises dans un fascicule qu'on trouvait sur le site de Bruxelles Export Invest, c'est l'administration qui s'occupe des exportations bruxelloises, reprenaient des entreprises israéliennes installées dans les colonies, donc installées en Palestine. Et je trouvais ça inacceptable. Et donc, j'ai interpellé, j'ai demandé que désormais ça change. Et la ministre a décidé de d'abord convoquer notre représentant bruxellois à Tel Aviv pour demander des explications, faire une évaluation et changer ça. Et donc c'est ce travail-là qu'on fait régulièrement. Et alors j'ai déposé encore quelques autres ordonnances, mais je pense que ça donne une idée du travail parlementaire. On ne va pas tous les citer, mais si les gens voudraient... www.weblex.irisnet.be ou alors plus simplement, si vous allez sur Google et vous tapez Mohsin Hamad Écolo, vous avez le site d'Écolo et vous avez toutes les questions et toutes les propositions que j'ai faites. Et sinon, au niveau international, un député bruxellois, par exemple, comme vous, est-ce que, je ne sais pas, vous avez des activités au-delà de Bruxelles et de la Belgique? Il y a des activités, effectivement, au-delà de la Belgique, et j'ai pris l'exemple des exportations bruxelloises. J'ai travaillé également sur la question des licences d'armes. Vous savez, ça dépend des régions, et donc j'ai fait un travail intéressant là-dessus. Mais je crois que moi, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est essayer de travailler avec des partenaires dans différents pays, et plus particulièrement au Maroc. Et vous avez récemment reçu Monsieur Alami, président des Verts marocains. Eh bien, avec un parti vert marocain comme ça, on travaille énormément. Au moment de la régionalisation, par exemple, la Belgique a une longue expérience de la question de la régionalisation. Eh bien, on a travaillé en collaboration avec les Verts marocains et on a échangé. Et inversement, le Maroc a des expériences sur certaines questions. Moi, je prends l'exemple des questions de la pêche, par exemple. Eh bien, à un moment, quand le débat remonte au niveau européen, on contacte nos partenaires verts marocains et on leur dit, bon voilà, il y a un dossier au niveau européen sur les questions de pêche. Quel est votre point de vue et comment on doit l'envisager? Et ils ont une grande expérience parce que le Maroc est un pays où la question de la pêche est extrêmement importante. Et donc voilà, c'est ce genre de travail, d'échange, d'expertise qu'on fait. C'est Ahmed Mohsin, pour terminer cette émission, je vais peut-être vous ramener au 50 ans de l'immigration marocaine. Je vais vous rappeler, je ne sais pas si vous vous souvenez, certainement, vous avez organisé un colloque sur la vie ici en Belgique de la première génération. Une des questions qui se pose, c'est le devenir de cette première génération des personnes âgées, ou de plus en plus âgés actuellement, et le problème de leur prise en charge se pose ici en Belgique. Parfois, on a pensé même à créer des homes ou des maisons de repos adaptées à leur situation. Qu'est-ce que vous en pensez, Ahmed? Mais je pense que, comme je l'avais dit à l'époque, on va être amené à le faire. Parce que une personne âgée dans un home en Belgique, c'est une personne qui a 85 ans en moyenne. Ça signifie que ses enfants ont en général 65 ans. Ce sont déjà des personnes âgées. Et donc, on a travaillé sur toute une série de sujets, et pour l'instant, surtout sur l'information des services qui sont rendus. Il y a toute une série de services, par exemple, les centres de jour. Un centre de jour, c'est un centre où la personne âgée peut être amenée pendant la journée, elle reste là. Il y a des infirmiers, il y a des animations, et le soir, elle retourne dans sa famille, et donc on a la garantie que pendant la journée, on fait attention à elle, elle n'est pas déshydratée. Et donc, toutes ces solutions-là qui existent, on doit les développer pour qu'elles touchent l'ensemble des publics. Mais je pense que les pistes que j'avais proposées, effectivement, dans le passé, sur une maison de repos qui soit adaptée aux préoccupations des gens issus de l'immigration, on n'y échappera pas. Même des maisons de repos musulmanes? Mais écoutez, ça, ce sont des initiatives des différentes communautés. Moi, je pense que les maisons de repos publiques,
elles ne seront jamais musulmanes parce qu'elles sont par nature publiques. Et donc la question, c'est de travailler pour que les maisons de repos publiques accueillent tous les publics en acceptant la diversité culturelle et cultuelle. Et c'est ce travail-là qu'on fait lentement. Il existe par exemple en France une maison de repos où on a prévu un espace de spiritualité. Et donc, à un moment, quand les musulmans veulent prier, ils y vont, ils prient, et puis ils libèrent l'espace. Et quand c'est les chrétiens, eh bien, le dimanche, ils occupent l'espace. Et donc, on doit réfléchir effectivement à des modèles, des nouveaux modèles qui accueillent tout le monde tel qu'il est. Hamid Mohsin, député bruxellois écolo et conseil communal de la commune de Saint-Josse-Tenaude, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent au Maroc. وأنا أقول لكم إخواني أخواتي للقاء في حلقة أخرى من برنامج تجيني تورك. مع السلامة.